Bonjour à tous, bienvenue, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la 8e édition du club. Je voudrais remercier les équipes Accor de leur accueil, de leur hospitalité, on bien que c'est un métier. Merci beaucoup d'avoir œuvré pour la bonne organisation de ce matin. Et merci également donc, à Olivier, Raphaël et Frédéric qui sont nos intervenants du jour. Et j'ai pas la zapette. Donc pour les nouveaux, juste comprendre comment elle fonctionne et ça va aller. Voilà, magnifique. Pour les nouveaux, et on a accueilli de très belles marques depuis l'année dernière dans le club, des marques préférées des Français, donc des nouvelles marques qui ont été élues. Il y a des marques de produits, de services et des enseignes. Pour les nouveaux, le concept de ce club, c'est de se réunir 2 fois par an, une fois donc en présentiel et une fois en visio pour permettre à tout le monde de pouvoir participer et d'échanger sur une thématique, de vous permettre aussi de vous rencontrer et d'échanger entre marques préférées des Français. Dans ce club aujourd'hui, on a près de 80 marques, donc qui ont toutes été élues marques préférées des Français dans leur catégorie et qui aujourd'hui font rayonner le logo et œuvrent aussi pour, parce que vous savez que c'est tout notre enjeu, transmettre le fait qu'on a une méthodologie robuste et transparente. Alors la thématique aujourd'hui, pardon, je vais trop vite. Voilà. La thématique aujourd'hui qui va nous animer, c'est la nouvelle relation à la consommation et les enjeux pour les marques. Le contexte, il a beaucoup changé ces dernières années et il est assez fort avec 2 choses principales. Et après, je laisserai Olivier nous en parler. Évidemment, la baisse du pouvoir d'achat qui va avoir un impact direct sur notre perception aux marques, mais aussi un changement clairement des attentes et notamment chez les plus jeunes. Donc, c'est Olivier Dauvers, qu'on ne présente plus, Monsieur Conso, qui arrive tout juste de chez RTL, qui va nous aider à décrypter cela avec nos 3 invités. Merci Claire, bonjour à tous. Je me lève et je prends des livres, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, on va commencer par jouer. À quelle marque que vous venez de voir, je vous fais penser aujourd'hui? Voilà, alors j'ai entendu quelques bonnes réponses là. Donc tenez, du coup, ça c'est votre groupe qui va gagner quelques livres de la Maison d'Auvers, vous les faites passer, voilà. C'était juste pour vous illustrer. Alors, c'est pas du tout une veste du Stucru. C'est pas du tout. Mon tailleur est totalement indépendant et je lui ai rien suggéré. Et c'est voilà. Mais vous voyez ce que c'est qu'une marque, notamment. Pendant longtemps, une marque, ça a été un repère, un identifiant qui devait parler sans même avoir à se présenter. Ça, c'était historiquement la mission minimale d'une marque, être reconnue. Manifestement, ça marche très bien, puisque vous avez vu que vous êtes tombé dans le panneau, enfin tombé dans le panneau. Ce n'est pas un piège de toute façon, mais vous y êtes allé tout droit. Donc la capacité d'une marque, historiquement, c'était déjà d'être reconnue. Et ce sur quoi on va réfléchir là pendant 1 heure et quart, c'est en gros, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui faire de plus? Qu'est-ce qu'il faut mettre de plus dans les missions d'une marque avec un contexte de consommation, je vous en reparlerai dans un instant quand je développerai un point de vue là-dessus, qui est la flatitude. Vous êtes aujourd'hui face à des marchés qui ne se développent plus. Alors, il y a des exceptions derrière, mais la moyenne, elle est à 0. Et la moyenne, c'est la consommation telle que le mesure l'INSEE. Il n'y a plus de croissance de la conso depuis, en gros, 2008. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une crise de la conso. Si vous dites qu'il y a une crise de la conso, c'est que vous ne savez pas ce que c'est qu'une crise. Une crise, c'est un phénomène qui est aigu et qui est court. Là, on n'est pas du tout dans une crise. C'est ni aigu ni court. C'est moyennisant et c'est long. En fait, c'est un nouveau paradigme. C'est une forme d'asymptote de la conso. Et comme toutes les marques que vous représentez ici, vous êtes toutes à chercher encore de la croissance et que votre marché ne grossit pas, le marché global de la conso, forcément, les temps sont durs. Et ça va durer. Et donc, ça élève mécaniquement le niveau d'exigence qui pèse sur les marques. Alors, pour alimenter votre réflexion autour de ce sujet, de ce niveau d'exigence qui monte vis-à-vis des marques, on va avoir 3 temps. Frédéric Michaud d'Opinionway va nous aider à observer ce que les consommateurs pensent de vous, des marques, de leur mission, de l'air du temps, de la conso. Moi, ensuite, je vous développerai un parti pris qui ne veut pas dire que c'est une vérité. Frédéric, ça sera la vérité. Ça sera la vérité de ce qu'il a mesuré. Pour le coup, ce n'est pas contestable. On est d'accord, on n'est pas d'accord.
devez faire. Et puis ensuite, on aura le témoignage, le retour d'expérience pour le coup, d'une des marques qui est dans le club et qui est plutôt bien dans le club que mal dans le club, on va le dire comme ça. En l'occurrence, celle qui nous héberge aujourd'hui, Ibis. Mais comme j'ai toute ma liberté, tu verras, Raphaël, que dans ma presse, il y aura une petite pique gentille pour Ibis pour vous montrer ce sur quoi il faut bosser, même si vous êtes déjà à marque préférée, parce qu'en fait, qui qu'on soit, on en a tous encore sous la pédale. Frédéric, c'est toi qui pose le tableau, qui fait l'état des lieux, et pour le coup, même si on n'est pas d'accord, ça sera incontestable. Après, vous aurez droit de ne pas être d'accord. Vous voyez, comme je vous donne à l'avance le droit de contester tout ce qui sera dit. Merci Olivier, bonjour à tous. Alors effectivement, petit défi de présenter en quelques diapositives cette nouvelle relation des Français à la consommation, parce qu'évidemment le sujet est extrêmement vaste et on ne peut pas l'épuiser en quelques minutes, mais on peut essayer de comprendre quels sont les faits les plus structurants de cette nouvelle relation, peut-être en regardant d'abord quels sont les facteurs clés, quelles sont les dynamiques qui structurent cette nouvelle relation à la consommation. D'abord, évidemment, le cadre général reste extrêmement contraint. Le sentiment le plus répandu, c'est celui d'une pression économique qui reste très forte sur les ménages au cours des 12 derniers mois. La baisse du pouvoir d'achat a été ressentie par la majorité de nos concitoyens, 54% d'entre eux, et même 18% qui disent avoir subi une forte baisse dans l'année écoulée. Donc ça, c'est vraiment le facteur dominant depuis maintenant plusieurs années. Vous le voyez, hein, seulement 9% des Français ont perçu une hausse de leur pouvoir d'achat. Ça nous dit très clairement que la question du prix est et restera un critère d'achat prépondérant pour une majorité de consommateurs. Alors, cette baisse du pouvoir d'achat a des conséquences extrêmement concrètes sur la vie des Français. Et nous mesurons des résultats qui sont très forts. Vous le voyez, 55% des Français peinent à vivre avec leurs revenus. On a même 24%, c'est-à-dire un quart de la population, qui déclarent ne pas pouvoir vivre décemment avec ses revenus. Donc, vous voyez, on a des chiffres qui sont alarmants et qui confirment une détérioration très significative de la situation financière des ménages. Évidemment, ça a des répercussions concrètes, directes sur les habitudes de consommation. Alors, le prix, je l'ai dit, reste le critère d'achat déterminant pour les Français. Vous voyez, c'est le seul critère d'achat majoritaire. Il écrase tous les autres. Mais ça ne veut pas dire que les autres critères n'existent pas ou ne sont pas pris en compte par les Français. Après la question du prix vient la composition du produit, la date limite de consommation pour les produits alimentaires, ex aequo avec la durée de vie du produit. Et si on regroupe les différents critères qui correspondent à l'achat responsable, on a 55% des Français qui disent prendre en compte l'impact environnemental lors de l'achat d'un produit. Un Français sur deux qui dit prendre en compte la durabilité des produits. Et puis, on voit aussi le rôle des labels, des certifications. Quasiment un Français sur deux prend en compte ces labels et ces certifications lorsqu'il élabore son acte d'achat. Donc on voit bien là une tendance forte qui est à l'œuvre. Les Français s'engagent depuis plusieurs années maintenant vers une consommation de plus en plus responsable, sans dissocier les convictions écologiques ou des contraintes économiques. Ils cherchent plutôt à articuler les deux, à trouver une voie d'accès, un juste équilibre entre le prix et les considérations environnementales, écologiques d'une manière plus large. Ces nouveaux critères pèsent de plus en plus dans les décisions d'achat. Par exemple, 42% des Français accordent plus d'importance aux critères éthiques et écologiques qu'il y a 5 ans. Évidemment, il y a 5 ans, tout le monde a en tête la rupture psychologique
qu'a été le Covid. On y reviendra. Ça a été sans doute un accélérateur de prise de conscience dans la nécessité de transformer sa consommation. Et là, on voit 42%, c'est pas rien. On a même un chiffre qui s'élève à 50% chez les plus jeunes et chez les habitants des grandes métropoles et 55% chez les plus diplômés. Là, on a vraiment un signal clair qui est envoyé aux marques. La performance environnementale et sociale, ce n'est plus une option. C'est une attente grandissante des consommateurs. Alors nous suivons pour marque préférée des Français le rapport qu'entretiennent les consommateurs aux marques à travers l'Observatoire des marques que vous connaissez. Et dans la dernière édition de février 2025, nous avons constaté à nouveau que la marque demeure un élément fondamental, très structurant dans le choix d'achat des produits et des services. Il y a eu quelques discours sur la disparition de la marque. Ce n'est pas ce que nous mesurons. 3/4 des Français accordent de l'importance à la marque qu'ils choisissent et même 16% qui disent le faire tout à fait. On monte à 83% chez les plus jeunes. Il n'y a pas de différence selon les catégories socio-professionnelles, les cadres, les professions intermédiaires, les employés, les ouvriers. Tout le monde accorde au point près la même importance à la marque. Ça signifie bien que la marque conserve son rôle significatif. C'est un repère de confiance qui aide les consommateurs à se retrouver dans l'univers de la consommation et à identifier la qualité des produits et des services. Alors évidemment, il y a des variations selon le type de marque ou le secteur d'activité des différentes marques. Sans surprise, et nous le voyons bien dans les études que nous conduisons à Opinionway, les produits d'hygiène et de beauté d'une part, d'autre part, les produits alimentaires, 78% et 79%, sont les catégories de produits dans lesquels l'importance de la marque est la plus élevée. On voit bien que ce sont des produits qui concernent directement, corporellement, les Français. Donc là, on a besoin d'une recherche de réassurance sur la qualité sanitaire, sur la sécurité des produits. Et là, les marques jouent encore plus leur rôle de garant et orientent encore plus l'achat des Français. Mais vous le voyez, quel que soit le domaine testé, on est au plus bas à 67%. Donc 2/3 des Français qui accordent de l'importance aux marques. Et là, ce sont les marques de mode et d'habillement. Donc, vous voyez, pour tous ces secteurs, la distribution, l'équipement de la maison, les loisirs, la culture, les services, les marques de transport, etc., on a à chaque fois des Français qui nous disent que la marque, c'est quelque chose d'important pour eux. Alors, plus fondamentalement, nous observons aussi depuis quelques années, de manière plus structurelle, une remise en cause, une remise en question assez profonde de la consommation, sans doute accélérée par le temps d'introspection imposé par les différents confinements pendant la période de la crise sanitaire. 90% des Français estiment être incités à une consommation excessive et disent « nous sommes poussés à acheter sans cesse ». Ce qui les amène à attendre un rééquilibrage. 83% souhaiteraient vivre dans une société où la consommation prendrait moins de place. Rejet de l'hyperconsommation, désir de modération. Voilà une tendance macro assez forte se dessiner. Vous voyez, les chiffres sont quand même très éloquents, se dessiner maintenant depuis plusieurs années. Ce souhait de modération, il s'incarne dans le concept de sobriété. La sobriété, c'est une sorte d'idéal de société pour les Français. 80% des Français estiment qu'ils seraient plus heureux dans un monde plus sobre. Et 73%
lie une meilleure consommation à une consommation réduite. Consommer mieux égale consommer moins pour 3/4 des Français. Et plus de la moitié, c'est une courte majorité, mais c'est une majorité tout de même, 52% des Français remettent en question le mythe de la croissance infinie, de la même façon que les ressources ne sont pas infinies. Eh bien, la croissance infinie apparaît comme un mythe aux Français qui souligne la nécessité de repenser de fond en comble notre modèle économique. On aurait pu s'attendre à ce que la sobriété soit perçue comme une contrainte, synonyme de restriction, de dépouillement monacal. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, pour les Français, c'est un objectif, et un objectif qui est porteur de bien-être. La sobriété, c'est un terme qui est perçu très positivement. C'est un principe, un mot, une idée positive pour 73% des Français. Et quand on leur demande à quoi ils associent ce terme dans le cadre d'une question ouverte, donc on ne propose pas les items de réponse, on les a regroupés, bien vous voyez qu'ils l'associent à des termes comme la simplicité, l'équilibre, la sagesse, l'économie, ce qui dit bien. On trouve aussi l'alcool et l'abstinence, mais on est sur un autre registre. Non, mais ça, c'est faux. Ça, pour le coup, je conteste tout de suite. C'est le seul sujet où il n'était pas bon. Mais on voit bien au-delà de ça que c'est un concept aspirationnel. Ce qui signifie qu'il offre des opportunités fortes pour les marques qui sauront s'en saisir et qui sauront l'incarner. Voilà, ça c'est l'image que tracent les Français. Mais nous observons aussi que l'opinion est traversée par des paradoxes. Et après tout, il n'y a pas d'obligation de cohérence. On a le droit d'être contradictoire. Mais tout de même, il faut souligner que le consommateur fait preuve de complexité. 72% des Français estiment que les achats sont pour eux une façon de se faire plaisir. Évidemment, dans le contexte actuel très morose que nous connaissons, c'est une soupape pour s'offrir du réconfort, pour rééquilibrer le pessimisme, l'anxiété, le stress de la conjoncture actuelle. Et puis on a aussi 60% des Français qui souhaitent pouvoir se payer plus souvent des choses qui leur font envie. Donc on a certes un rejet de l'hyperconsommation, mais on a aussi une volonté de consommer et de continuer à consommer. Et donc on voit bien cette contradiction entre le désir de sobriété d'un côté et puis le plaisir de consommer. Ça pose évidemment un vrai défi pour les marques. Et à nouveau, il faut trouver le bon équilibre entre ces deux aspirations qui peuvent être contraires. Alors voilà pour le cadre général. Je vous propose maintenant d'être encore plus concret et de voir comment, au-delà des déclarations d'intention, comment cet état d'esprit modifie les habitudes et les comportements d'achat des consommateurs. D'abord, ces comportements ont évolué. La consommation, ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas quelque chose d'inerte. Il y a une réaction, il y a une réactivité des consommateurs à leur environnement. 77% des Français ont fait évoluer leur comportement d'achat au cours des 12 derniers mois. On voit bien là, cette élasticité au contexte. Les principales évolutions concernent évidemment la vigilance, même l'hypervigilance au prix, une attention plus forte au prix. Vous voyez, c'est le seul item majoritaire. Là aussi, il domine tous les autres. Le deuxième, d'ailleurs, dit à peu près la même chose, le fait de privilégier des produits moins chers ou en promotion. Et le troisième confirme la réduction des dépenses. Je note tout de même l'achat de produits de seconde main, cité par 23% des Français. Là, c'est la consommation circulaire. On voit bien, on veut consommer de manière plus responsable. L'achat de seconde main,
c'est une façon de traduire concrètement en actes ce souhait et ce désir. Parallèlement, il y a toute une série de solutions qui sont mises en place par les consommateurs pour économiser. 59% d'entre eux utilisent régulièrement des coupons qui sont offerts par les enseignes de la grande distribution. 58% font des achats non alimentaires pendant les soldes ou les périodes de promotion. Et puis 47% des Français privilégient toujours pour leurs achats du quotidien les enseignes hard discount, mais je crois que tu y reviendras dans ta présentation. Et puis je note enfin un phénomène qui est certes marginal, mais qui est très révélateur, le fait que 11% des Français disent chercher des invendus, des produits alimentaires périmés par exemple, dans les bennes des supermarchés, ce qui dit pour nous deux choses, à la fois une solution extrême pour réduire les dépenses, et pas seulement chez les plus précaires, et puis aussi, pour d'autres, une volonté de limiter le gaspillage, disons, dans une optique un peu plus militante. Voilà, ce n'est pas un comportement majoritaire, mais je trouve qu'il est révélateur d'un certain état d'esprit. Alors, quand on dit les bennes, il ne faut pas comprendre comme les poubelles, hein. C'est les bacs anti-gaspi, j'imagine, pour être précis. Ce n'est pas la poubelle du supermarché. Alors, c'est les deux, hein. Il y a les glaneurs aussi. On note vraiment les deux. J'ai mesuré ce chiffre à nouveau la semaine dernière. On est au point près, au même. C'est sur le wording au du même mot niveau. benne. Mais tu as raison. Parce que benne, ça fait poubelle. Le préciser, Ouais. mais je pense que c'est comme ça qu'il a été Si c'est compris. compris comme ça, c'est grave. Je pense qu'il est compris comme ça. Alors, les promotions, alors ça c'est un petit peu plus attendu, un peu mieux connu aussi, hein, très largement documenté. Les promotions, les bons de réduction ont vraiment un poids très, très fort dans les décisions d'achat et surtout un poids croissant. 60% des Français disent y accorder plus d'importance qu'il y a 5 ans. Ça montre bien que les stratégies de prix, les offres promotionnelles sont des leviers essentiels pour attirer les consommateurs, pour retenir les consommateurs dans ce pouvoir d'achat contraint. Les comportements se transforment à grande vitesse. Autre indice de cette évolution des comportements au cours des 12 derniers mois, 61% des Français disent avoir moins consommé, alors sans doute sous l'effet de la nécessité, hein, l'épée dans les reins, mais tout de même, c'est un cas très largement noté, et 60% envisagent de moins consommer de manière générale dans les mois à venir. On retrouve cette idée de modération et de sobriété. Puis il y a un élément qui l'illustre, c'est la consommation de viande, qui devient un produit de luxe pour certains consommateurs. 58% disent avoir réduit leur consommation au cours des 12 derniers mois, donc des comportements de restriction et aussi d'aide. Les Français ont des attentes très élevées envers les entreprises du secteur alimentaire. 87% d'entre eux estiment qu'elles devraient intensifier leurs efforts pour proposer des produits responsables. Il faut aller beaucoup plus loin dans l'offre de produits responsables en matière alimentaire. Et 3/4 des Français jugent qu'elles sont trop lentes à répondre aux demandes des consommateurs. Donc là, la pression sur les marques est considérable pour accélérer leur transformation. Les Français attendent des preuves tangibles. Hein, ça, dans la conception de la communication, c'est essentiel. Attendent des marques des preuves tangibles pour croire leurs engagements. Hein, le greenwashing, le social washing, tout ça a créé beaucoup de méfiance, beaucoup de scepticisme chez les Français. Il faut arrêter les grands discours et il faut être plus en démonstration, en apport de preuves. Et on voit bien que la question de la transparence, c'est une clé
et de la sincérité d'ailleurs, c'est une clé de la communication. Si cela n'est pas fait, les conséquences sont potentiellement dévastatrices pour les marques. Ce décalage entre les attentes des consommateurs et la réalité de l'offre telle qu'ils la perçoivent, eh bien, ça peut produire des conséquences économiques fortes. Par exemple, face à l'absence d'un produit respectueux de l'environnement, 28% des Français préfèrent renoncer à acheter ce produit dans l'immédiat. La même proportion opte pour l'achat d'un produit de substitution moins respectueux de l'environnement. Mais surtout, la fuite vers une autre enseigne, c'est également un comportement qui est adopté par 43% des consommateurs. On n'est pas loin de la majorité, hein, tout de même. 18% qui choisiraient une enseigne concurrente plus respectueuse de l'environnement. 16% qui termineraient leurs achats et trouveraient une autre enseigne pour acheter le produit, et 9% qui choisiraient une enseigne concurrente, mais pas forcément respectueuse de l'environnement. Donc on voit là une perte de valeur directe pour la marque. Dernière diapositive, il existe évidemment, comme à chaque fois que des risques sont présents, des opportunités. Plus de la moitié des Français se disent prêts à payer plus cher pour consommer des produits qui sont alignés avec leurs valeurs, des produits, des services éthiques, responsables ou locaux. Alors évidemment, nous sommes dans le cadre d'un sondage, on garantit l'anonymat, la confidentialité des réponses. C'est facile il y a un effet de posture aussi, de dire qu'on est prêt à payer plus. C'est auto-valorisant. Mais tout de même, ça dit quelque chose, c'est un signal fort. La valeur n'est plus seulement dans le prix. Le prix reste déterminant, mais la valeur n'est plus seulement dans le prix. Les marques qui auront l'attention des consommateurs dans les temps qui s'ouvrent sont celles qui s'alignent avec leurs valeurs, et celles qui sauront créer cette valeur supplémentaire pourront sans doute justifier des prix plus élevés. Merci Frédéric. Vous pouvez le Merci remercier par vos applaudissements. Merci Je beaucoup. récupère la zapette. Chaque fois qu'on fait cette plongée dans le monde de la consommation vue par les consommateurs, on est dans une espèce de paradoxe permanent, puisque quand vous regardez les différents slides et vous recherchez une logique, ben, vous ne la trouverez pas nécessairement, parce qu'au tout début, on nous explique que c'est le prix très très loin devant tous les autres critères, et puis après, c'est la qualité qui bat le prix. Et ce n'est pas incompatible, ça correspond aux réponses. Il y a une façon de l'illustrer, moi que j'adore, vous prenez une boîte de cassoulet, premier prix dans un hypermarché, ça vaut 1,50 €, qui n'est pas moins cher. Vous savez, les premiers prix, les prix mini, les prix ras des pâquerettes, les prix. Mais c'est vrai, factuellement. Alors, je ne vous liste pas les ingrédients, mais vous avez par exemple. Parce qu'il faut mettre des. Pharmacie, ils vont faire volume. Ça ne marche pas parce qu'à un moment donné, la merde, même pas chère, ça reste trop cher. Et donc, en réalité, ça peut paraître paradoxal, mais il faut accepter de conjuguer ces paradoxes. Et je vais vous amener dans ce petit monde des marques en réfléchissant à leur nouvelle mission, en intégrant précisément ce paradoxe des consommateurs, ce paradoxe intime qu'on a tous. Et pour démarrer cette séquence sur les nouvelles missions des marques, on va planter deux constats. Le premier, c'est, je vous le disais pour démarrer, il n'y a plus de croissance de la conso. Il n'y a pas de crise de la conso. Mais il faut avoir en tête que le gâteau ne se développe plus, que malheureusement pour vous, quand vous faites sur le temps long, là c'est la conso telle que mesurée par l'INSEE, alors que vous avez des années plus, des années moins, je mets de côté évidemment 2020 et 2021 creux rebond, parce que ça ne veut rien dire, mais pour le reste, c'est jamais la cata ou c'est jamais l'embellie. Et la moyenne fait pile poil 0 sur les 15 dernières années. Donc globalement, le premier état des lieux qu'il faut avoir en tête, c'est que le gâteau ne grossit pas, et c'est très important. L'explication principale, je ne vais pas vous faire une analyse de comptoir, mais quand même, c'est que la conso, elle est tributaire du moral des ménages. Alors, je ne parle pas de l'alimentaire, encore que pour une part. On va accepter peut-être d'investir sur des produits un peu plus premium quand on croit que demain sera mieux.
Mais sur les produits d'équipement, les produits impliquants, les produits qui sont doublement impliquants, soit parce qu'ils représentent une part significative de ma ressource, soit parce que la fréquence d'achat est tellement faible que j'en prends pour un bail. Admettons, ce week-end, vous achetez un canapé en couple chez Ikea, But, Confo, qui vous voulez, ben, ça va représenter une part importante de votre ressource sur une seule décision d'achat. Et la fréquence d'achat est tellement faible que vous savez que vous ne le changerez pas la semaine prochaine si ça ne va pas. Et donc, sur tous ces niveaux de produits qui sont très engageants, la foi dans l'avenir devient un élément déterminant d'engagement. Et vous voyez bien, toutes les études le montrent, là aussi, l'INSEE étant celui qui le suit depuis le plus longtemps et avec le plus de régularité, que la foi dans l'avenir, ce qu'on va appeler le moral des ménages, est historiquement au niveau le plus bas des 40 dernières années. Alors, ça bouge, mais on est depuis très longtemps en dessous de la moyenne de 100. Donc ça veut dire que notre génération a moins confiance dans demain que les générations qui nous ont précédées, celle d'avant et encore celle d'avant. La conséquence, ça se mesure là pour le coup très précisément, c'est, ça arrive, tac, tac, voilà, c'est le taux d'épargne. Ce qu'on met dans le petit cochon n'a jamais été aussi élevé. On va finir l'année à 19% d'épargne et ça représente évidemment un manque à consommer. Ce n'est pas de l'appauvrissement, le taux d'épargne qui augmente. Hein. C'est juste de l'argent stocké, à la différence de l'argent circulant. Et vous vivez sur l'argent circulant. Vous ne vivez pas sur l'argent stocké, en toute logique. Et donc, forcément, ça pénalise la conso. Ce manque à consommer, si on l'exprime comme ça, alors c'est un concept, évidemment, puisque ce n'est pas de l'appauvrissement, c'est 60 milliards. C'est-à-dire qu'il manque 60 milliards dans la machine parce qu'on les a dérivés dans l'épargne, dans le petit cochon, et que, de fait, ils ne produisent pas la richesse que représente la circulation de l'argent par la consommation. Le deuxième élément qu'il faut avoir en tête dans l'état des lieux, ça fait longtemps qu'on le dit, je ne suis pas le seul, loin s'en faut, mais pour le coup, on est quelques-uns à avoir tiré la sonnette d'alarme, rapport à la conso, c'est que les courbes, on les voit venir. De toute façon, il y a moins de naissances, la foi dans l'avenir y participe évidemment, et il y a plus de décès, parce que, dit de manière démographique, pour ne choquer personne, le stock est important. Le baby-boom crée un stock de défunts potentiels. Excusez-moi d'être direct, mais on sait que la courbe des décès ne va faire que progresser. Et comme la courbe des naissances ne fait que baisser, le croisement, il est prévu pour cette année. 2024 était la dernière année où il y avait un très léger écart positif sur ce qu'on appelle le solde naturel. 2025 va être une année négative. Donc ça ne vous arrange pas, parce que la consommation, c'est aussi déterminé par le nombre de consommateurs multiplié par la dépense par consommateur. Je ne vous ai pas dit, mais je suis un peu bête, je ne fais que des études agricoles, mais par contre, côté bon sens, je suis imprenable. Et donc, c'est ça qui fait la masse de la consommation, le nombre multiplié par la dépense. Et quand vous regardez l'atterrissage, on est à peu près 70 millions. L'année dernière, la démographie a fait plus 0,25. Les 4 années précédentes, plus 0,35. Les 40 années précédentes, plus 0,5 en moyenne. Ça veut dire qu'en l'espace de 3-4 ans, le rythme d'évolution de la démographie, de la population, il a été divisé par 2. Et on sait qu'il va le devenir négatif, parce que la démographie, c'est très intéressant, c'est que ça produit une visibilité assez forte, parce que les courbes, elles sont quand même assez robustes. Donc, vous aurez moins de consommateurs demain. Ça, c'était la dimension éco, macro-éco, conso. La dimension socio, et il va falloir conjuguer les deux, parce que vous allez voir que vous êtes au croisement des deux. C'est que vous avez le sentiment de frustration qui n'a jamais été aussi élevé dans la population. Ce sentiment de frustration, c'est quelque chose que j'ai coélaboré avec un sociologue qui s'appelait Olivier Gérardon de Vera, qui était patron d'un institut d'études qui à ce moment-là s'appelait Secodip, pour ceux qui ont un peu de culture retail, grande conso. En 2007, élection de Sarkozy, c'est quelqu'un que je voyais régulièrement se challenger, et on se posait la question suivante: pourquoi est-ce possible que dans des études comme celle de Frédéric et d'autres à l'époque, le sentiment, je parle bien de sentiment, puisque Frédéric mesure un sentiment, un ressenti. Le sentiment de baisse du pouvoir d'achat, pourquoi était-il déjà dominant, majoritaire, alors qu'il n'était pas la réalité mesurée? Et donc, en fait, on a réfléchi autour de ça, et on a, alors, vous imaginez, 2007, ça fait bientôt 20 ans, et vous allez voir que rien n'a changé là-dedans. On a élaboré cette théorie dite du vouloir d'achat, qui consiste en gros à dire que quand on répond aux questions de Frédéric sur le pouvoir d'achat, on ne répond pas à la question du pouvoir d'achat. On répond à la satisfaction du vouloir d'achat. Et comme on n'y est pas, on en déduit que le sujet, c'est mon pouvoir d'achat, et on ne voit pas que le vrai sujet,
c'est mon vouloir d'achat, mon désir d'achat. C'est Quasimodo qui veut se taper Miss Monde et auquel il va falloir expliquer. De toute façon, je suis toujours sûr qu'avec des images comme ça un peu familières, c'est assez je sais que l'amour fait des miracles, ça, ok, parenthèse, voilà. Bon. Mais il est assez probable qu'il ait du mal. Et le sujet, c'est qu'il va falloir lui faire comprendre qu'il rêve trop haut. Voilà. Et c'est ça toute la difficulté. Et donc, en réalité, quand vous êtes prisonnier de ça, un pouvoir d'achat qui, parce qu'on ne va pas s'enflammer non plus, je vous dis qu'il ne baisse pas, mais même si en statistique, il est plutôt positif, mais faisons simple, sur le temps long, globalement stable, admettons. Le problème, c'est le vouloir d'achat qui, lui, ne cesse de croître et que l'écart entre les deux s'appelle de la frustration. Et donc, c'est ce mot frustration que vous devez mettre à la base dans toute votre réflexion strat, parce que c'est lui qui imbibe les consommateurs auxquels vous essayez de vendre quelque chose. Vous êtes des frustrés permanents, parce qu'on ne peut pas tout ce que l'on veut. Peut-être que Bernard Arnault n'a pas ce problème-là. Je ne le connais pas perso, peut-être qu'il ne l'a pas. Mais tous ici, on a ce problème-là aussi, malgré le sort quotidien qui doit être enviable aux yeux de certains. Je ne vous imagine pas au RSA en étant ici, par exemple. Donc, je veux dire, je vous souhaite une vie douce. Dans les faits, vous devez renoncer, vous aussi, de temps à autre, à des envies pour des raisons budgétaires. C'est comme ça, parce qu'on est tous confrontés à ça. Décidément, tac, hop, là, ça va trop vite, les amis. Voilà. Donc, le mot qui résume, c'est la frustration. Surtout que se rajoute à ça un phénomène qui est que dans notre pouvoir d'achat, il y a une partie qui est amputée par les dépenses préengagées. Je ne vous apprends rien, mais quand l'INSEE mesure le pouvoir d'achat, il mesure de manière assez froide et il n'intègre pas parfois toute la subtilité qui est, il y a des dépenses préengagées qui font que mon reste à vivre, en réalité, il est plus faible que ce que la statistique a pu mesurer, puisque moi, quand je mesure mon pouvoir d'achat, c'est qu'est-ce que j'ai dans la poche pour le reste du mois, puisque tout ce qui part tout seul, le loyer par exemple, je ne l'intègre pas dans ma réflexion. Alors qu'en réalité, il faudrait peut-être se dire, mais attends, est-ce que je n'ai pas 10 mètres carrés en trop? Et que la source de mon malheur quotidien, c'est que j'ai 10 mètres carrés en trop et que je devrais le sortir pour avoir un reste à vivre dans mon quotidien qui est plus confortable. Excusez-moi pour la simplification de l'exercice, mais donc c'est pour ça aussi que ce sentiment de frustration existe, parce qu'une partie de notre pouvoir d'achat est tellement préengagée que ça y participe. Et quand vous réfléchissez socialement à cette approche socio, vous en déduisez de manière évidente qu'il est normal que ça sorte de temps à autre. Et en 2007, avec Olivier Gérardon de Vera, sans évidemment dire quand, où, comment, avec quel nom, tout ça, parce que là, ça c'est Nostradamus, hein, on avait écrit noir sur blanc que ce mouvement des courbes qui s'écartent est obligatoirement un jour avec une projection sociale, une expression sociale. La frustration dans un groupe d'individus doit tôt ou tard sortir. C'est une cocotte minute. Là, c'est sorti, ça s'appelait les Gilets jaunes. Est-ce que le sujet est réglé? Non. Donc, ça ressortira. Est-ce que ça sera pareil avec des chaussettes trouées, des bonnets verts, j'en sais rien. Mais est-ce que le sujet de la frustration, le sujet au sens socio et donc social est traité? La réponse, elle est malheureusement non. Donc, ça reviendra. Maintenant, si on part de la frustration et qu'on essaye de le rendre concret pour la conso. Quand je veux tout et que je ne peux pas tout, ce qui est le cas de la conso et des consommateurs, je mets donc tout en concurrence avec tout, puisque je ne peux pas tout. Alors, c'est un peu abstrait, même si j'ai des gens brillants face à moi, je vais vous le rendre beaucoup plus concret. Ce soir, en rentrant à la maison, je veux faire plaisir à Madame Dover. Une petite attention, ça ne mange pas de pain, les mecs notez, hein, ça peut vous donner des idées. Mon problème, comme à chacun d'entre nous, c'est la ressource. J'ai, admettons, pour cette unité de besoin-là, qui est je veux faire plaisir à ma chérie ce soir en rentrant, j'ai 10 €. On a tous un sujet de ressources. Combien peut-on mettre pour? J'ai 10 €. Et donc, avec ces 10 €, je vais peut-être me dire, je m'arrête chez un fleuriste, dans un institut de beauté ou une parapharmacie pour acheter un petit produit de beauté, ou chez un caviste, ou le rayon vin d'un hypermarché, peu importe, pour acheter une bouteille de vin pour un apéro à deux. Ça veut dire que, de fait, moi, je mets en concurrence des gens qui, entre eux, n'ont pas le sentiment de la concurrence. Puisque je vous rappelle qu'à l'école, on vous a appris, à moi aussi, bien sûr, que le concurrent, c'est celui qui fait le même métier que soi, mais ailleurs. C'est ça, un concurrent. Le concurrent d'Ibis, c'est BNB Hotel. Oui, mais pas que. Parce qu'en réalité, avant même de choisir le métier sur lequel je vais mettre mon argent, je vais hésiter entre plusieurs métiers qui ont le même point commun, c'est qu'ils en ont après mon pognon. Et donc, avec mes 10 €, qu'est-ce qui va se passer? Je vais regarder, admettons, le prix des produits. Parce que le prix est un critère qualifiant ou disqualifiant.
Mon bouquet de fleurs, admettons pour l'exemple, vaut 8 euros. Ma bouteille de... Donc, il est qualifié. Ma bouteille de vin, admettons pour l'exemple, vaut 10 euros. Elle est qualifiée. Ma bouteille de vin, elle est plus chère que mon bouquet, mais elle rentre dans ce que je peux mettre. Donc, elle est qualifiée. Et je vais prendre une bouteille de vin. Parce que je sais, par expérience, que quand la soirée démarre par une bouteille de vin, elle démarre par une bouteille de vin. Je vous laisse imaginer les dispositions de Madame Dauvert quand elle me voit arriver déguisée comme ça. Le désir n'est pas naturel. Il faut le stimuler. Alors, excusez-moi d'être grivois, mais moi j'assume tout, donc je le fais parce que vous allez bien comprendre ma vision des choses. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'est ma vision. Vous avez tous compris ce que je vais obtenir pour 2 euros. Si vous connaissiez Madame Dauvert, 2 euros, c'est un sacré rapport qualité-prix. Donc ça veut dire, de manière évidemment triviale, que ce que je vais regarder, ce n'est pas le prix, puisqu'il est qualifié. Le prix, c'est l'unité de mesure qui permet de me dire je peux ou je ne peux pas. Mais au-delà du prix, il y a le choix. Et le choix, il va se faire sur quoi? Sur la valeur des euros que je vais dépenser. Et c'est la différence fondamentale aujourd'hui entre le prix et la valeur, c'est qu'est-ce que j'ai pour. Et si ça le vaut, le prix n'est plus un sujet. Parce que sinon, je vous le redis, dans les hypermarchés, on ne vendrait que du cassoulet premier prix. Et oui, c'est le moins cher. Vous voyez bien que la différence entre le prix et la valeur, alors évidemment, le conso, il n'est pas capable de le verbaliser, de le conceptualiser comme ça. Donc là, il faut non pas regarder ce qu'il dit, mais ensuite, il faut le compléter de ce qu'il fait. Et ma boîte de cassoulet, elle répond parfaitement à Frédéric en illustrant tout ce paradoxe-là, mais aussi la différence qu'il y a entre le prix et la valeur. Et donc, en réalité, c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et donc, moi, je vais vous dire, la meilleure étude dans le domaine des marques que j'ai, c'est quelque chose que l'on fait avec ShopAdvisor régulièrement maintenant, c'est qu'on pose une question toute conne. Avec cette marque, j'en ai pour mon argent, oui ou non? Alors après, il y a de la graduation, totalement d'affaires. Après, ce n'est pas mon métier, faire des études, mais évidemment, il y a cette façon de cranter. Et voilà. Vous avez les marques qui, en ce moment, aux yeux des consos, en donnent le plus pour leur argent. Parce que c'est ça l'essentiel. C'est pas est-ce que la marque est chère ou pas? Est-ce que la marque est bonne ou pas? C'est la combinaison de avec cette marque, j'en ai ou pas pour mon argent. Et à ce moment-là, quand vous êtes en haut, alors il y en a 300 ou 400 marques testées, donc déjà celles-là, elles sont pas mal, mais quand vous êtes à ce niveau-là, forcément, vous êtes vachement bien. Parce que c'est ça la bonne question, c'est la valeur. Et si je pars en non alimentaire, c'est Action le référent là-dessus. Pourquoi Action a connu la vitesse de développement la plus rapide qu'on ait jamais connue dans le commerce en France? Plus de 850 magasins en 10 ans, ça fait 85 magasins par an. Je vous ai dit que je n'étais pas brillant, mais ça va. Donc ça fait plus d'un par semaine. Voilà, ça fait presque 1,5 par semaine. Vous imaginez ce que ça représente dans le développement d'une boîte? Parce que c'est comme ça qu'il faut l'imaginer. Plus d'un magasin, quasiment un magasin et demi par semaine, qui ouvre sur 10 ans. C'est-à-dire que c'est un marathon à la vitesse d'un sprinter. Là, vous comprenez que ça doit être vachement dur. Et pourquoi? Parce qu'Action, si je vous le dis comme je le raconte souvent sur les plateaux, Action rend riche. Action, il a ramené des gens dans la consommation qui ne peuvent pas aller ailleurs et qui, chez Action, repartent en se disant « ouais, chouette ». Alors, c'est totalement en contradiction, mais encore une fois, il faut les accepter avec la quête d'une forme de responsabilité, de frugalité ou de sobriété, comme tu disais, parce que Action, alors, je vous recommande, moi je vais à minima, c'est pour de l'hygiène, je vais à minima une fois tous les 15 jours chez Action. Parce que c'est là où vivent vos clients. Ils sont chez Action, pour la masse. Parce que la masse, elle est quand même là aujourd'hui, en centre de gravité. Et regarder, sentir, écouter, observer, c'est fascinant. C'est fascinant. Quand vous entendez quelqu'un qui dit à l'autre, prends-le, de toute façon, à ce prix-là, tu risques rien. Autant vous dire que la sobriété de Frédéric, mais ce qu'il dit est juste et ce que je dis est aussi juste, parce qu'il faut accepter les deux. Vous voyez bien qu'on en est loin à ce stade-là. Action rend riche. Si vous avez 5 euros parce que vous êtes vraiment fauché et que vous voulez, comme tout le monde, c'est une image, faire un peu de shopping samedi après-midi, n'allez pas dans un commerce de centre-ville. Vous ressortez avec quoi pour 5 euros? Rien. Vous allez chez Action. Vous ressortez avec 2 poupouilles. Ou vous allez chez Chine. C'est pareil. Sans jugement moral, évidemment, parce que ce n'est pas le sujet. C'est juste de la socio, là.
action rend riche et c'est normal que ça fonctionne. Pardon, décidément, on a des soucis on est peut-être loin de la base. Maintenant, vous mélangez les deux constats, c'est-à-dire la dimension contexte de la conso, la fin de la croissance et la démographie, et 2, la dimension socio, le sentiment. Vous arrivez à quelque chose d'assez logique, c'est que le niveau d'exigence du conso, il va progresser, puisque il sait qu'il a le pouvoir, parce qu'on le sent bien quand on a le pouvoir. Et comme dans le même temps, il a ce sentiment de ne pas pouvoir tout ce qu'il veut, chaque fois qu'il accepte de mettre ses euros sur la table, il veut être absolument, sur une image consacrée, ceinture et bretelles. Le niveau d'exigence du client vis-à-vis de vous, il est là. C'est parce qu'il sait qu'il a le pouvoir et c'est parce qu'il ne peut pas tout ce qu'il veut que chaque fois qu'il décide quand même de plonger, il va être absolument certain que vous êtes à la hauteur de ce qu'il attend de vous, en gros de la confiance qu'il fait. Et donc en réalité, le sans couture au sens très large du terme est en train de devenir la norme. Vous-même, quand vous êtes confronté dans une situation de consommation à un irritant, qu'est-ce que ça vous fait chier ? Quand vous arrivez devant un comptoir où il y a 4 personnes devant vous et qu'il faut attendre, ça vous emmerde, soyez honnête. Donc le sans couture, ce n'est qu'une image latente. Le sans couture est absolument à chasser. Et puis, quand on va même au-delà de ça, c'est quand vous promettez le sans couture et que vous ne le tenez pas, là c'est pire encore. Parce que non seulement vous avez bien intégré qu'il faut être bon, encore meilleur qu'avant, vous promettez, et comme disait Frédéric tout à l'heure, on n'est pas au rendez-vous. Je vais vous raconter, l'autre jour, j'étais chez Ibis. Il se trouve que voilà, c'est de notre autorité, je voyage beaucoup et ma vie est assez nomade pour voir des magasins. Donc, je me sens un peu chez moi, chez Accor. Hein. Tu me pardonneras parce qu'avec tout ce que je laisse, voilà, je suis platinum et tout ce qu'il veut dans le truc. Voilà. Bon, donc, j'irai me prendre un deuxième café tout à l'heure offert par la maison. Et voilà. J'arrive au petit-déj de l'hôtel Ibis, ouverture 6h30. Voilà, 6h30. Je suis au petit-déj. Super, il y a des œufs. Parce que c'est pas partout. Super, il y a des œufs. Waouh! Je mets le doigt dedans. L'eau était froide parce que personne ne l'avait lancée. Et comme c'est des résistances et qu'il y a un peu de volume, c'était de toute façon plié pour que j'ai des œufs. Parce que quand je suis reparti 15 minutes après, je n'ai pas fait un petit-déj XXL ni hyper court, moi je l'avais lancé. Mais évidemment, c'était toujours très très loin de bouillir. Donc, vous voyez, on me promet et on ne tient pas. Ah, sur le moment, j'étais super heureux. Et puis après, je me suis dit, putain, il fait chier le mec, putain, il avait que ça à foutre. Pourquoi il n'a pas compris que ça doit être dans le process normal 1 heure avant, j'appuie. C'est-à-dire que dans l'organisation des choses, avant même qu'il mette la première tasse, il doit brancher ça. Et donc là, c'est ça le niveau d'exigence. C'est que, alors je reviendrai quand même parce que, voilà, parce que maintenant que j'ai la carte, voilà, mais sur le principe, j'étais déçu. Et donc, au-delà de cet exemple, évidemment, Raphaël, tu l'as bien compris, vous devez tous et toutes chercher l'effet waouh, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez m'apporter qui resserre le lien. Parce qu'en réalité, la valeur d'une marque, elle est très émotionnelle, elle est très irrationnelle. On est parfois incapable de l'argumenter, comme quand votre mari ou votre femme vous demande « Pourquoi tu m'aimes ?» Putain, la vache, parce qu'on a tous normalement eu cette question, soit on l'a reçue, soit on l'a formulée. Putain, s'il y en a un qui a la bonne réponse, qui me la donne, parce que moi, je n'ai jamais été bon sur la réponse. Pourquoi tu m'aimes? Ah, bon, mais voilà, eh ben, c'est ça, parce que la nature du lien a été resserrée de manière telle qu'on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Et donc, chercher l'effet waouh, c'est trouver ce qui va surprendre notre client. Dimanche soir, samedi soir, pardon, tout à côté de chez moi, une Dark Kitchen pizza, voilà, je vois ce mec-là, regardez ce qu'il a là. Il est venu chercher 2 pizzas en vélo. Mais ça, c'est la deuxième photo. Parce que la première photo, c'est quand il a dit au mec, merde, putain, comment je vais repartir avec mes 2 pizzas sur mon vélo. Et le pizzaiolo là, qui tient le truc, la petite guérite, lui dit, ah mais attends, pas de problème, je vais vous donner ce qu'on a préparé. Une espèce de petit sac qui permet de transporter à plat avec une poignée les 2 pizzas. Ah ben le mec, il était heureux, mais vous ne pouvez pas savoir. Mais oui, on lui avait résolu un problème qui était majeur pour lui, avec un effort qui était objectivement mineur pour celui qui l'a résolu. Quand vous êtes capable de ça, résoudre un problème majeur avec un effort mineur, mais je suis amoureux. Et le client là, il est reparti dans un putain de chez Pizza Julia, c'est des killers, c'est des cas d'or. Et des cas comme ça,
Vous devez en avoir partout, partout. Alors, je vais vous en mettre quelques-uns, évidemment pas pour les copier, mais pour analogie. Vous voyez, quand vous vendez des arts de la table, évidemment que vous offrez du papier bulle. Et évidemment, quand vous êtes chez Ikea et que vous vendez des verres ou des assiettes, évidemment que vous facilitez le fait de les emporter. Et évidemment, alors vous pourriez ne pas le faire, hein, ouais, mais c'est mieux en le faisant. Vous voyez, ce petit commerçant un jour, là, cet été, je suis tombé dessus. Qu'est-ce que vous voulez reprocher à un mec comme ça? Qu'est-ce que vous voulez lui reprocher? Parce que de toute façon, que vous le disiez ou que vous ne le disiez pas, vous allez avoir la tentation de le faire. Donc, autant le dire et montrer à son client toute la considération que vous avez. Mais bien sûr, goûte-les et tu vas voir. Comme ça, tu vas acheter en toute connaissance de cause. Quand Carrefour a libéré les chariots du fameux jeton, qu'est-ce que ça lui coûte? Alors oui, bien sûr, il s'en fait plus piquer qu'avant. OK. Mais vous pensez que le mec qui veut un chariot, il va s'arrêter parce qu'il vaut 1 euro? Ou alors il va venir avec un jeton, il va partir avec de toute façon. Vous voyez bien le mindset dans lequel il faut être dans sa relation avec son client, libérer les chariots, c'était évidemment une bonne idée. Tac, tac, tac. Il faudra changer la pile, hein, par contre. Hein. Ou alors réveiller, je ne sais pas si... Allô? Allô? Si la régie, voilà. Magasin Leroy Merlin. La canicule il y a 1 an et demi. Par ces fortes chaleurs, ne laissez pas vos animaux dans les voitures, ils peuvent vous accompagner le temps de vos courses en magasin. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à ce magasin-là? Rien. Rien. Est-ce que vous crantez? Est-ce que vous créez du lien? Est-ce qu'après, quand vous êtes client, vous seriez capable de dire pourquoi vous aimez le roi Merlin? Jamais vous allez le restituer. Mais au fond de vous, ça va laisser une trace. Alors pour le coup, ça va trop vite. Une trace émotionnelle. Un jour, je suis dans ce magasin-là, un U, et je vois ça, je fais le tour avec le propriétaire du magasin, puisque chez U, c'est avec des indépendants. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait là? Il me dit, c'est mon mec de la maintenance qui a eu l'idée, parce que le mec faisait ses courses, hein, parce que ceux qui ne font pas leurs courses, ils ne vont pas comprendre. Là. Ce qui a eu l'idée de récupérer un petit truc là dans la zone maintenance, il m'a fait ça, il est allé chercher des sacs du rayon fruits et légumes, et il en a fait un petit dévidoir, parce que quand vous achetez de la farine, en toute logique, vous en foutez partout. Parce qu'il est normal que les sacs ne soient pas étanches. C'est normal. Voilà. C'est comme ça pour la farine. Et donc là, le mec, il est. Voilà. Et il se trouve que le propriétaire de ce magasin, ah pardon, je pensais vous avoir mis sa tête, le propriétaire de ce magasin est très très connu. C'est Serge Papin. Vous voyez, qui est aujourd'hui ministre du Commerce et de la Conso. Alors c'était il y a très très longtemps parce qu'il était actif. Et ce jour-là, je lui ai dit, tu sais, le mec qui t'a fait ça, en réalité, c'est le vrai boss. Parce qu'il montre par son initiative à quel point il pense client. Tout ça pour vous dire, pour terminer, pour résumer ce que je voulais partager, sur ce qu'est une marque et sur ce que sont ses missions, historiquement, ah ben voilà, enfin, c'est ça, voilà, je vais trop loin, voilà, c'est ça en fait. Bon, je te préviens du coup parce que c'est pas sympa, mais voilà, c'est ça. Historiquement, une marque, c'était un repère. D'ailleurs, j'ai commencé par ça tout à l'heure, à quelle marque vous pouvez penser. C'était une espèce de phare dans la consommation. Et ça a été traité comme ça. Alors, quand je vous dis historiquement, c'était il y a 2 ou 3 générations, même les premières marques, c'était ça. Et puis après, les marques, elles ont dû avoir dans leur contenu une forme de promesse pour ne jamais décevoir. Et Frédéric, vous le disiez tout à l'heure, hein, qu'est-ce qu'on attend d'une marque? Qu'elle soit au rendez-vous. Il y avait le mot régularité, il n'était pas wordé comme ça, mais il y avait cette... Non, je crois que c'était qualité constante. Tu me reprends si je dis une bêtise. C'est-à-dire, voilà, je veux savoir ce que c'est. Ibis, je veux que la douche elle soit dans la chambre. Sinon, je vais chez Formule 1. Voilà. Mais il y a plus aujourd'hui. Une marque, vous devez devenir une espèce d'épaule. Ça veut dire quelqu'un sur lequel le client sait qu'il peut compter. Et là, vous refaites l'analogie couple, mari et femme. Pour ceux qui sont mariés, le moment où vous avez dit oui à l'autre, c'est parce que vous étiez certain que quoi qu'il arrive, vous pourriez compter sur lui. Quoi qu'il arrive. Jusqu'avant, c'était une promesse. On s'amusait bien. Ah, c'est sympa la vie avec lui. Pour passer là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir fait la preuve que je peux toujours compter sur vous. Et donc, en fait, la mission des marques, elle est là dans cette exigence-là. C'est presque, alors dans les services, on commence par me dire oui, et puis après, on voit comment on fait. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Et donc, moi, je résume ça avec le mot une épaule. Je dois pouvoir compter sur vous. Et à ce moment-là, c'est gagné. C'était ma vision. Je ne dis pas que c'est la bonne. Maintenant, on va voir celle de Raphaël. Alors, attends, hop, voilà, tiens, tu vois. La maîtresse des lieux,
l'une des marques, et puis après, on continuera en merci discussion. beaucoup pour l'anecdote. Je pense que du coup, on rajoute une procédure opérationnelle standard sur les œufs. Il faudrait que je Il me y a les rappelle équipes dans quel Europe qui Ibis sont c'était. là aussi. Ouais, il y a les équipes Europe qui sont là aussi. Donc, sur les œufs, on leur passera le message. Pour l'anecdote, j'ai eu la même situation quand j'étais en audit mystère il n'y a pas longtemps avec notre institut d'audit. Donc, on voit qu'il y a un vrai sujet. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais essayer de vous partager en quelques minutes parce qu'on a un peu de retard. Comment nous, Ibis, on essaye de répondre à ces nouveaux enjeux. On l'a dit, on est dans un monde incertain, mouvant. Il y a beaucoup d'aléas économiques, climatiques, géopolitiques. On est dans un secteur, nous, qui est particulièrement concerné par ces enjeux-là. Et donc, dans ce contexte-là, on a la conviction, nous aussi, que les marques sont en fait un repère fort et rassurant, une épaule plutôt qu'un repère, du coup, si j'ai bien compris, mais qu'il y a quand même des conditions pour ça, qu'il y a des conditions qui sont qu'elles sachent écouter. On l'a vu, il y a un sentiment d'incompréhension qui est fort. Donc, on a la conviction qu'écouter, c'est la base de tout, qu'elles sachent comprendre du coup sur la base de cette écoute et qu'elles sachent adapter leur stratégie à ces nouveaux enjeux. Donc, c'est ce que je vais vous proposer comme de parcourir rapidement ce matin. Donc, ces 3 éléments qui sont vraiment pour nous fondamentaux dans notre démarche. Donc, l'écoute active et continue de nos clients, la compréhension profonde de qui sont ces clients, quelles sont leurs attentes, même si on l'a vu, elles sont multiples et parfois contradictoires. Et puis, l'adaptation et l'agilité qu'on doit avoir pour répondre à ces nouvelles attentes. Donc, l'écoute client, pour nous, c'est un élément vraiment fondamental de notre démarche chez Accor généralement et chez Ibis plus spécifiquement. Donc, ce n'est pas voilà, quelque chose qu'on fait de temps à autre pour ticker une box. C'est vraiment au cœur de notre démarche. Et on a la chance d'être dans un secteur où on a quand même beaucoup d'échanges et d'informations sur notre client. Parce que déjà, on les accueille tous les jours dans nos hôtels, donc nos équipes ont l'occasion d'échanger directement avec eux, mais parce que aussi, ils nous laissent assez systématiquement leur avis après leur séjour. Et ça, ils le font de 2 façons, soit directement parce qu'il y a des questionnaires après séjour qu'on leur envoie, ça c'est à peu près 1/3 des avis qu'on récolte, mais il y a aussi toutes les plateformes en ligne sur lesquelles ils nous laissent leurs avis, Google, TripAdvisor, Booking. Et en fait, tout ça, ça fait des millions et des millions de retours clients que l'on a quotidiennement. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on était très capable de traiter la donnée quantitative. C'est-à-dire que, bon, tout ça, il y a des notes, il y a des items, ils sont notés, on fait des moyennes, c'est facile. Mais la vraie richesse de tous ces retours-là, c'est quand même le retour qualitatif, parce que les clients s'expriment, donnent leur avis dans le détail parfois. Donc, on a toute une richesse qualitative de verbatim client et de retour client qu'il était aujourd'hui très difficile de traiter et en tout cas d'analyser dans sa granularité. Donc là, évidemment, pour nous, la révolution, c'est l'intelligence artificielle qui est capable de traiter ces millions, parce que c'est vraiment sur nos données internes, 9 millions de reviews clients par an, et c'est qu'un tiers. Donc, on en a vraiment une masse très importante. Et l'intelligence artificielle, via nos partenaires Trustio et Travelcify notamment, nous permet vraiment d'aller analyser les verbatim clients dans leur granularité. Donc, vraiment d'essayer de comprendre à la fois des attentes qui sont cachées, parce qu'en fait, notre questionnaire de satisfaction, on veut qu'il soit rempli le plus possible, donc il y a 10 questions, donc il est assez court. Donc là, on va vraiment être capable d'aller, à travers l'analyse de ces verbatim clients, détecter, anticiper des attentes qui ne sont pas forcément exprimées. Ça peut être sur, typiquement, la poubelle de tri. On n'a pas forcément une catégorie tri des déchets à l'hôtel. En revanche, en analysant dans la granularité tous ces retours clients, on voit que c'est un élément qui revient souvent. En fait, je vais avoir le même comportement quand je suis à l'hôtel que quand je suis à la maison. Et aujourd'hui, je n'ai pas de poubelle de tri dans ma chambre à l'hôtel. Donc, ça nous permet d'anticiper des tendances et du coup, de les détecter plus facilement parce qu'on n'aurait pas fait forcément une étude dédiée à ce sujet-là. Et puis, ça nous permet surtout de détecter les signaux faibles. Voilà. Et de détecter les irritants clients. Et au-delà de les détecter, d'aller vraiment dans la granularité pour comprendre quel est l'irritant précis et à quoi il est lié. Donc, un exemple, l'année dernière sur Ibis, on s'est rendu compte qu'on avait un sujet sur la gestion des problèmes des clients en hôtel. Donc, on s'est rendu compte que 10% des avis qui étaient laissés en ligne mentionnaient qu'un problème était survenu pendant le séjour, ce qui arrive régulièrement. Jusque-là, ça peut arriver, encore une fois, mais 80% de ces avis-là montraient une insatisfaction par rapport à la résolution du problème. Donc, on pourrait croire que 80% de 10%, ce n'est pas énorme, mais sur 30 millions de reviews et sur le nombre de séjours qu'on a par an, ça fait des millions et des millions de séjours impactés par une mauvaise gestion d'un problème. Et au-delà de la mauvaise gestion du problème, on a même pu comprendre dans la granularité que ce qui posait problème, c'était l'attitude du staff
par rapport au problème en question. C'est-à-dire que le staff minimisait l'inconfort du client, ne se sentait pas concerné ou engagé dans une démarche de résolution rapide du problème. Donc, on a travaillé sur une promesse qui s'adresse au client final, mais qui est en fait presque pour nous plus un outil d'engagement des équipes dans une démarche de résolution des problèmes, qui est une promesse de résolution de problèmes en 15 minutes qu'on vient de tester dans des hôtels et qu'on va déployer à partir de l'année prochaine. Et donc, on a vraiment pu travailler sur, en fait, c'est l'attitude du staff, parce que finalement, que le problème soit résolu ou pas, c'est pas tant la question, c'est vraiment mon problème est pris en compte, je vois que le staff est concerné par mon problème. Donc, ça nous permet vraiment d'aller dans beaucoup de granularité dans la détection des problèmes. Un autre exemple qui a été fait par Suribis sur Pullman, il y avait un sujet sur la satisfaction sur le bar. On a pu aller vraiment dans la granularité pour comprendre que ce n'était pas l'offre de boissons ou de nourriture qui était proposée au bar, mais c'était la lenteur du service. Donc, on arrive vraiment à aller dans un niveau de granularité extrêmement important pour détecter ces signaux faibles et du coup mettre les bons plans d'action pour y répondre rapidement. Et le troisième élément, c'est qu'au-delà d'écouter, on co-construit vraiment notre stratégie et notre produit avec nos clients. Donc, toute l'évolution de la stratégie dont je vous parlerai tout à l'heure, par exemple, elle est basée sur une énorme étude consommateur qu'on a fait dans 9 pays, 5 pays historiques de la marque et 4 pays émergents, pour comprendre où en était la perception de la marque aujourd'hui, où en étaient justement les attentes clients, parce qu'on a des marchés aussi variés que la Chine, l'Inde, la Pologne, le Brésil ou la France. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui est extrêmement importante. Et c'est vraiment une démarche systématique. À chaque concept, on non seulement récolte les insights clients en amont, on teste, on pilote en hôtel. Et ça, on le fait notamment via une communauté de clients fidèles qu'on a, donc qui sont membres du programme de fidélité All et qui sont volontaires pour participer à ce programme et qu'on peut solliciter très régulièrement via notre partenaire d'études C-Space pour demander parfois leur avis sur une question. Est-ce que 15 minutes, c'est important pour vous que votre problème soit réglé en 15 minutes? Oui, non. Mais on peut aller beaucoup plus loin avec eux. Hier, on était avec une dizaine de clients de la région parisienne en train de leur montrer 7 concepts potentiels d'Ibis de demain pour leur demander leur avis. Donc, on est vraiment dans une démarche de co-construction systématique pour vraiment s'assurer que ce qu'on développe, ça répond aux attentes de nos clients d'aujourd'hui. Donc, nos clients d'aujourd'hui, justement, qu'est-ce qu'on en comprend? Donc, le client d'Ibis aujourd'hui, ça rejoint pas mal de points, je pense qu'on a vu ce matin, c'est un client conscient, pas forcément contraint. Donc, aujourd'hui, le client Ibis, ce qu'on voit, c'est que c'est un consommateur avisé. Il est sélectif, il est attentif, il connaît la valeur des choses et il sait la valeur qu'il accorde aux choses. Donc, nous, on l'appelle le client wallet-wise, donc sage du portefeuille. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il est forcément extrêmement contraint d'un point de vue financier, mais il veut payer pour des choses auxquelles il accorde de la valeur. Et dans ce contexte-là, on en a parlé aussi, il fait des arbitrages. Et il fait des arbitrages intelligents, pas dans une logique de privation, mais vraiment dans une logique d'optimisation de son budget. Donc, ça rejoint pas mal de points qu'on a vu juste avant. Donc, typiquement dans notre secteur, il va choisir d'économiser sur son hébergement pour préserver son budget, pour les activités, pour les expériences dont il pourra profiter sur sa destination. Donc, c'est vraiment une logique de choix malin, de garder son budget pour des expériences qu'on estime qui ont de la valeur. Et le dernier élément, et je crois qu'on l'a dit aussi, il valorise l'essentiel. Donc, aujourd'hui, il refuse vraiment le superflu. Il ne veut pas avoir l'impression de payer pour des choses dont il n'a pas besoin. En revanche, il est prêt à payer pour des choses qui valorisent la sécurité en premier lieu, ce qui, en France, nous paraît assez évident, mais dans d'autres pays, au Brésil, en Inde, même la sécurité d'un bâtiment, ce n'est pas forcément un acquis. Donc aujourd'hui, il sait qu'il est prêt à payer pour certaines choses, un bon sommeil, de la sécurité, un accueil chaleureux, mais il refuse tout ce qui est superflu, tout ce qui est gadget. Donc il est vraiment dans une démarche, et on le disait, quand même, less is more. Donc on a l'habitude de dire qu'il n'est pas low cost, mais il est vraiment smart cost, et il veut investir son argent, et il ne renonce effectivement pas à la qualité. Ça, c'est un point extrêmement important. Donc, dans ce contexte-là, comment nous, on essaye de s'adapter à ce qu'on comprend de ce client-là aujourd'hui et de ses nouvelles habitudes de consommation. Donc, en fait, on répond au désir d'une consommation plus consciente avec 4 leviers stratégiques. Le premier, c'est se recentrer sur l'essentiel, supprimer le superflu. Le deuxième, réaffirmer la dimension humaine et sociale de la marque. On l'a dit, il y a tout un univers de valeurs aussi qui est lié à une marque. Et ce n'est pas seulement le prix et le produit qui définissent la valeur qu'on lui donne. On mise aussi sur la proximité et la sobriété. Et on change aussi en termes de stratégie de communication, à la fois le narratif, la façon dont on raconte la marque, et la stratégie de communication, les canaux via lesquels on va communiquer avec nos clients.
Donc le premier levier, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, on se recentre sur les fondamentaux. Donc on a eu pendant plusieurs années une stratégie d'aller enrichir notre produit, avec notamment beaucoup d'événementiels dans les hôtels. Donc il y avait des concerts qui étaient organisés chez Ibis Styles, vous aviez des ateliers do it yourself. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a 4 attentes fondamentales du client qui va dans un hôtel Ibis et plus généralement dans un hôtel du segment économique: la propreté, le service, un bon lit, bon confort et un bon petit déjeuner. Et c'est tout. C'est les 4 attentes fondamentales et il n'attend pas plus que ça, mais il veut que ce soit de bonne qualité. Donc nous, on a vraiment cette stratégie aujourd'hui de se recentrer sur les fondamentaux. Donc très concrètement, aujourd'hui, on demande à nos équipes de se focaliser là-dessus, s'assurer que le lit, il y a un cycle de vie de 7 ans, on doit changer le lit tous les 7 ans, s'assurer que le lit est bien dans ce cycle des 7 ans, s'assurer que le petit déjeuner répond aux standards de qualité, s'assurer que les équipes sont formées au service et ne passez pas du temps sur organiser des concerts, chercher des groupes dans votre quartier pour aller animer votre hôtel. C'est pas ça aujourd'hui qui drive l'achat du client et ni même sa satisfaction et sa fidélité. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on en a parlé, la qualité constante. Chez nous, c'est difficile parce qu'on a un métier qui est basé sur l'humain. On a 2550 hôtels Ibis à travers les 3 marques dans le monde. Donc maintenir une qualité constante, c'est un vrai défi pour que le client retrouve la même chose quand il va à Jeddah, à Sydney, à Shanghai ou à Paris. Donc on a fait un énorme travail depuis 2 ans de remise à plat des standards et des procédures opérationnelles. Donc pas sur tous les sujets, visiblement, on a encore du travail. Mais on a fait un énorme travail de remise à plat de ces standards pour les réduire, pour mutualiser ceux qui étaient mutualisables et pour s'assurer que, voilà, encore une fois, les éléments clés de l'expérience et ce qui avait de la valeur pour le client, ça soit clairement identifié et qu'il y ait des éléments très clairs de standards pour qu'ils soient délivrés de la même façon, avec la même qualité partout dans le monde. Et le troisième élément, c'est une approche frugale de l'innovation. Donc, on n'est pas effectivement dans une logique de faire plus, on est dans une logique de faire mieux sur les fondamentaux. Donc, on n'essaye pas aujourd'hui d'ajouter des choses dans notre produit, mais vraiment de répondre déjà aux attentes de base que j'ai mentionnées tout à l'heure, et ce, dans l'innovation. Donc, je parlais du service tout à l'heure, c'est aussi sur la partie restauration, s'adapter aux usages des clients d'aujourd'hui, mais vraiment répondre au cœur de leurs attentes. Le deuxième volet, je vous le disais, c'est réaffirmer la dimension humaine et sociale. Donc là, on n'est plus sur le volet émotionnel de la marque et du coup, toute la valeur que le client va pouvoir aussi attribuer à la marque Ibis. Et je suis sûre que ce n'est pas les œufs, Olivier, qui vous font revenir chez Ibis, mais plutôt le sens de l'accueil de nos artistes. Donc nos artistes, c'est le petit nom de code de notre staff. Et aujourd'hui, on remet ce staff au cœur de l'expérience client parce qu'on sait que c'est eux qui, en fait, créent du lien avec le client. Et aujourd'hui, on nous le dit, ce sur quoi on est plus performant que la concurrence, c'est l'amabilité de notre staff, le sens de l'accueil. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important pour le client, même si à la base, effectivement, il dit, moi, je veux un bon lit, un bon petit déjeuner. La réalité, c'est que cette dimension humaine qu'il retrouve chez Ibis, et notamment la connexion avec le staff, lui apporte beaucoup de valeur. Et au-delà de la convivialité et du lien qui se crée avec le staff, c'est aussi entre les clients. On veut avoir quand même un esprit de communauté. Donc, on cherche à avoir des lieux vivants, chaleureux. Et cette dimension humaine, on voit que c'est aujourd'hui un vrai facteur de préférence de notre marque par rapport à la concurrence. Et le troisième volet, on en parlait tout à l'heure, alors on n'était plus sur la cause environnementale. Nous, voilà, on revient aussi à la défense d'une cause qui est ancrée dans l'ADN d'Ibis, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Ibis a été créé sur la conviction que le voyage devait être accessible pour tous, il y a 51 ans maintenant. Donc c'est l'accessibilité qu'on n'appelait pas inclusion à l'époque, elle est au cœur de la raison d'être même de la marque. Et c'est vraiment quelque chose qu'on avait un peu perdu au fil des années et auquel on veut vraiment revenir. Cette notion d'inclusion, de diversité, aussi bien dans les clients qu'on accueille, parce qu'on accueille des clients avec toutes les profondeurs de portefeuille, mais aussi dans les collaborateurs qu'on emploie. Aujourd'hui, nos hôtels, ils ont leurs portes ouvertes à tous en termes de marque employeur. C'est vraiment quelque chose, et vous avez peut-être vu récemment le partenariat avec Café Joyeux qui vient d'être annoncé en France. Et c'est vraiment cette idée-là d'aller retrouver cette dimension de cette cause qui est ancrée encore une fois dans notre ADN et de réaffirmer la dimension sociale aussi de la marque. Le troisième volet, j'ai passé vite, mais on le sait, proximité, on a parlé de sobriété, durabilité, c'est des éléments qui sont importants. Aujourd'hui, on a un réseau de 2550 hôtels dans 79 pays
80-90% de notre business se fait sur du voyage domestique. Donc, on est vraiment sur une logique de consommation de proximité, même si la marque est présente partout dans le monde. Donc, évidemment, c'est quelque chose, on a un maillage territorial rien qu'en France. Je pense que voilà, vous voyez des Ibis un petit peu partout, il y en a plus de 1000. On est vraiment dans une logique voilà, de proximité. Et puis, la durabilité, je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, depuis 2023, on est dans une logique de certification à marche forcée de notre réseau pour évidemment répondre au minimum d'exigences que le client demande. Et donc, on accélère sur ces sujets-là depuis plusieurs années maintenant. Et on atteint aujourd'hui la moitié de notre réseau qui est certifié. Évidemment, sur 2550 hôtels, ça prend un petit peu de temps. Et du coup, le quatrième volet, c'est effectivement plus sur la stratégie marketing et de communication avec deux aspects. Donc, j'en parlais, le changement de narratif. Et là, on va retrouver aussi des points qu'on évoquait précédemment, mais aujourd'hui, on est vraiment revenu à vendre la fiabilité et la confiance, ce qui n'était pas forcément le cas les dernières années, mais on est vraiment en train de faire cette évolution-là, reparler de nos fondamentaux, de la qualité de nos fondamentaux, de la supériorité de ces fondamentaux par rapport à certains concurrents. Donc, effectivement, la fiabilité, ça peut paraître un peu chiant à certains, mais on pense que dans le monde dans lequel on est, où en fait, il y a peu de choses qui sont stables, la fiabilité, c'est une valeur hyper forte. Donc, dans le narratif, on est vraiment en train de retourner là-dessus. Reparler, encore une fois, de notre lit, de notre petit déjeuner, de notre staff, de sa présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on évolue un petit peu par rapport à tout ce qui a été fait ces dernières années autour de choses comme la musique ou la créativité. On réappuie sur ces fondamentaux et on valorise aussi le choix malin. On le disait, c'est des arbitrages intelligents. On a envie aussi que le client se sente finalement fier d'aller dans de l'hôtellerie économique parce qu'on veut qu'il ait le sentiment qu'il a fait un choix finalement malin parce qu'il aura payé beaucoup moins cher qu'en allant dans d'autres types d'hôtellerie et finalement il en aura pour son argent, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on veut revaloriser ce choix-là comme pas un choix contraint justement, mais un choix malin. Donc ça, c'est pour un peu le narratif et la façon dont on le fait évoluer. Et puis, on est aussi dans une stratégie marketing, là aussi, de proximité. Donc, il y a deux volets là-dedans. Il y a tout d'abord l'approche locale. Donc, on a vraiment aujourd'hui une communication qui est unifiée au niveau mondial, mais avec une forte flexibilité en local. Donc, ce que vous voyez là, c'est d'ailleurs la déclinaison en Inde de notre campagne qu'on a lancée l'année dernière. Donc, c'est exactement le même principe créatif, exactement les mêmes scènes, mais évidemment avec des choses qui vont beaucoup plus résonner avec la clientèle et les consommateurs indiens. Donc, on est vraiment sur cette approche-là d'avoir à la fois une unité de message au niveau mondial, mais en même temps de s'adapter, puisqu'en 79 pays, forcément, on a des clientèles très diverses. Et puis, le deuxième aspect de cette stratégie-là, c'est d'être là où nos clients sont. Et donc, aujourd'hui, c'est un gros focus, notamment sur les réseaux sociaux, pour cultiver cette proximité, parce que c'est aussi l'endroit où on a l'opportunité d'interagir avec les clients, d'engager une conversation. Et on pense que pour créer de la transparence et pour créer de la connivence avec la marque, c'est aussi là qu'il faut être. Donc voilà, en quelques minutes. Merci Raphaël, vous pouvez la remercier par vos applaudissements aussi. Est-ce que tu peux revenir sur non pas low cost, mais le smart cost? Parce qu'en fait, je voudrais qu'on puisse démarrer notre conversation par ça. Voilà. En quoi ça, c'est particulier, c'est spécifique à Ibis? Est-ce que c'est finalement pas la définition aujourd'hui des attentes des clients vis-à-vis des marques, quel que soit le type de marque dont on parle? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas généraliser ça? Non pas qu'Ibis ne soit pas dedans, je n'ai pas dit ça, mais est-ce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est pour tous ceux qui sont ici? Si, tout à fait. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas lié à seulement l'hôtellerie économique ou même des marques low cost. Ouais. C'est effectivement, et même, je pense qu'à d'autres secteurs, hein, le luxe aussi aujourd'hui. Donc, c'est effectivement pas lié uniquement au secteur économique ou à des marques low cost. Ça peut se généraliser à tous les segments. Et je pense que c'est le point qu'on évoquait tout à l'heure sur la différence entre le prix et la valeur. Bien effectivement. Sûr. Donc, il y a le prix. Alors, est-ce que le critère, d'ailleurs, est le prix ou le prix que je suis prêt à payer? Parce qu'effectivement, c'est deux dimensions qui sont différentes. Et effectivement, nous, d'ailleurs, cet écart entre le prix et la valeur, on le mesure très clairement dans notre industrie, parce qu'on est dans une industrie, on a encore 50% des hôtels qui sont des hôtels indépendants, qui ne sont pas adossés à des marques fortes. Et là, je ne parle pas que d'Ibis, je parle d'autres groupes. On évoquait BNB tout à l'heure. Et aujourd'hui, on mesure, nous, très clairement, qu'est-ce que le consommateur est prêt à payer en plus pour la qualité constante du produit, venir chez Ibis parce que Ibis lui vend la confiance, parce que Ibis lui vend la constance, la tranquillité d'esprit. Oui, et puis vous avez un autre point dans votre métier, c'est que vous avez du yield management et qui vous permet aussi de voir quel est le niveau d'élasticité qu'il y a, parce que le produit ne change jamais avec le yield, c'est le prix qui change.
Tout à fait. Donc, vous devez voir des élasticités monstrueuses. Oui, alors si vous, oui, vous pouvez vous balader en région parisienne, vous verrez effectivement, quand on demande, quand on visite nos hôtels et qu'on demande, du coup, vous, dans quelle fourchette de prix? Ah, ça va de 80 à parfois 500, 600 euros. Parce que la réalité, c'est qu'un hôtel Ibis à côté de la Tour Eiffel en pleine période touristique, 600 euros, ça sera quand même l'option la moins chère de tout ce que vous trouverez, même si le prix intrinsèquement paraît élevé. Donc effectivement, on a d'énormes fourchettes de prix. Alors, c'est intéressant parce que c'était une question que j'avais après. Comment une marque peut vivre dans le yield management? Je pense que tout le monde voit ici, hein, c'est-à-dire que le même produit peut changer en fonction du moment auquel je l'achète. Alors que dans la définition d'une marque, alors pas, encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas une immodestie déplacée, mais je n'ai pas fait d'études de marketing, mais j'ai un peu compris avec le temps qu'il y avait 4 P, je crois, et que dans les P, il y en avait un, c'était le prix, et que c'était donc un attribut de la marque. Et là, vous êtes sur un métier où le P est prix, vraiment, il n'y a pas de repère. Alors, il n'y a pas de repère, si ce n'est qu'effectivement, le repère, c'est quand même la concurrence, déjà. Donc, ce qui se fait. Oui, Alors, le prix de son produit à soi. Oui, tout à fait. Mais le repère, il est quand même. En fait, c'est quand même l'option la plus intéressante pour moi. Et puis, ce qu'on disait aussi, il y a quand même cette notion de je sais, en tant que client, la valeur d'être au pied de la Tour Eiffel en plein mois d'août. Et en fait, 500 euros, c'est le prix correct que je suis. Voilà, exactement. Je suis prêt à payer. Tu as la conviction que le yield management n'est pas un obstacle à la maîtrise marketing d'une marque, parce que, encore une fois, je reviens là-dessus, dans la définition d'une marque, le P et le prix, c'est un sujet, c'est pas. Sauf que ça, vous le maîtrisez pas aussi bien que sur d'autres marchés. C'est vraiment pas handicapant. On a la conviction. Non, aujourd'hui, c'est vraiment pas un sujet pour nos clients. Encore une fois, ils sont quand même assez conscients aussi que, effectivement, s'ils viennent, s'ils vont à l'Ibis Budget de Montlhéry au mois de novembre. Nous fait rêver. Ça n'a pas la même valeur que s'ils viennent au mois d'août dans l'Ibis Tour Eiffel. Donc, ce n'est pas un sujet aujourd'hui. Ils savent que c'est globalement l'hôtellerie économique en général, et Ibis en particulier, le meilleur rapport qualité-prix, toute option confondue, qu'ils pourront trouver. Et c'est plutôt ça qui est l'emphase, plutôt que le prix pas cher. On veut vraiment sortir de ce prix pas cher pour aller vers le prix le plus intéressant. Dans les autres P, il y a le produit. Oui. Voilà. Et derrière la marque Ibis, il y a des produits qui sont quand même assez différents. Tout à fait. Ibis Budget par rapport aux autres Ibis, le produit, alors, je parle en tant que grand utilisateur de toutes les enseignes Ibis, il y a quand même une sacrée différence. Comment on fait vivre sous une même marque des produits aussi différents? Alors, c'est une excellente question parce qu'effectivement, on a trois marques, pour ceux qui ne le savent pas. Ibis Budget, qui est de la catégorie super économique. Oui, c'est super éco. Voilà, super éco, plutôt localisé à proximité des autoroutes. Ah, c'est faux. Je ne parlais que de moi. Je l'ai fait cet été en Allemagne, c'était très bien. Donc effectivement, Ibis Budget, qui est plutôt situé à proximité des autoroutes, qui est l'option super économique et qui historiquement était étape hôtel, ça dit bien ce que ça veut dire. Les clients identifient très clairement, et notamment les clients français sont assez experts en Ibis quand même, ils connaissent très bien nos marques. C'est vraiment pour s'arrêter une nuit, c'est le prix le plus intéressant, mais c'est l'essentiel, pas de superflu. Vraiment, j'ai un bon lit parce que c'est le même lit dans les 3 catégories d'Ibis. En revanche, j'aurai une douche qui fonctionnera, j'ai un petit déjeuner. Alors c'est le même lit, mais ce n'est pas les mêmes serviettes. Ça, c'est possible. Ah non, c'est même sûr. Parce que les serviettes Ibis Budget, si je fais un parallèle qui va parler à tout le monde, c'est aux serviettes ce que le papier toilette SNCF. Je vois très bien. Voilà. Non, je suis très sérieux. Donc là, pour le coup, il y a une vraie différence perceptible. On est sur un appel d'offres sur le. Et on va faire évoluer le marché de la serviette. J'ai Marion dans mon équipe qui est juste là. On est sur un appel d'offres sur tout le. C'est toi, Marion. Textile. Tu es d'accord avec ce que je dis sur la serviette Ibis Budget? Bah ouais, ça va pas. On peut pas adresser tous les sujets d'un coup. Voilà. Non, mais en gros, pour répondre à la question, ça ne pose pas de problème que sous une marque ombrelle, il y ait. Alors aujourd'hui, on a quand même l'enjeu d'aller mieux les différencier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors selon les marchés, on a une perception, et encore une fois, le client français, il est assez expert d'Ibis. Donc lui, il identifie clairement qu'il y a un socle commun. C'est Ibis, donc je sais que je peux avoir confiance, que ça sera propre. C'est très marrant, mais en focus group en France, les clients nous l'ont dit. Ibis Budget, j'ai jamais testé, mais je pourrais y aller parce que c'est Ibis. Et je pourrais même, ce qu'ils nous ont dit, me promener pieds nus dans la chambre parce que je sais que c'est Ibis, donc ça sera propre. Chez Première Classe, ils ne sont pas là, chez Première Classe, je ne me baladerai pas forcément pieds nus. Donc, clairement, ils identifient qu'il y a un socle commun de confiance et de contrat de confiance qu'ils peuvent avoir avec Ibis. Et qu'en revanche, il y a 3 marques
qui adressent des besoins différents parce qu'ils ne voyagent pas, et c'est parfois le même client, et il y en a beaucoup d'ailleurs qui passent de l'un à l'autre parce qu'ils ne voyagent pas pour les mêmes raisons, pas avec les mêmes personnes, pas pour la même durée, et ils identifient très clairement quel IBIS utiliser pour quel objectif, mais on est en train aussi de pousser plus le discours sur cette différenciation des marques pour que ce soit très clair à quel besoin répond chacune d'entre elles. Qui est client d'accord ici pour voir? Levez la main. Alors, Accor, c'est 42 marques, je vous Ah rappelle. oui, non, mais mais déjà, on va resserrer. Non, mais un client Accor en France, il est forcément passé chez Ibis. Qui peut me dire quelle est la différence entre Ibis Style et les deux autres Ibis pour voir? Parce qu'il y en a une majeure quand on est conso. Le petit déjeuner qui est inclus dans le prix. Tout à fait. Et c'est qu'en France, hein, pour information. France, ouais, voilà. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques alors pour Frédéric, pour Raphaël ou pour moi? Sentez-vous à l'aise. De toute façon, la première question a été posée depuis bien longtemps, donc c'est plus celle-là. Mais même pour dire que vous n'êtes pas d'accord, hein, c'est totalement freestyle, je vous rassure. Enfin, au moins, moi, vous pouvez me rentrer dedans. Vous voyez, je vous donne l'autorisation. Ah, vous pouvez y aller. Gentil. Moi, j'ai le cuir dur. Voilà. Non? Pas de questions, pas de remarques? On clôture? Eh bien, vas-y, c'est à toi que je donne le micro. Voilà, enfin, Raphaël. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci à tout le monde, merci à nos intervenants, Raphaël, Frédéric, merci à toi, Olivier, d'avoir animé cette réunion, cette conférence. Moi, ce que je me suis noté, c'est que face à ce contexte de frustration, la mission des marques est plus que jamais d'être une épaule. Et comme le disait Raphaël, pour être une bonne épaule, il faut être une bonne écoute. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, s'il vous reste quelques secondes, c'est d'aller profiter du buffet, évidemment, prendre un café. C'est gratuit. Et également, pour nos 10 ans, pour les 10 ans de la récompense, on a mis en place un photocall avec donc couleur marque préférée des Français. Et si vous avez quelques instants, ça serait super que vous puissiez aller prendre une petite photo pour avoir un petit souvenir. Voilà, merci encore d'être tous là et merci aussi. Merci.